Alors, je crois qu'il y a 3 scénarios envisageables. Le premier, c'est le scénario du pire, qui n'est pas parfaitement improbable, qui serait ni Europe de la défense, ni Alliance Atlantique. Autrement dit, les Européens échouent à mettre en œuvre une responsabilité stratégique efficace et l'OTAN échoue à consolider la présence américaine en Europe et le tout se délite et l'Europe se retrouve toute nue devant des agresseurs potentiels. C'est un scénario qui n'est pas le plus probable, mais qui n'est pas totalement impossible. Un deuxième scénario, c'est le scénario actuel, le scénario du statu quo, c'est-à-dire les Européens ne font pas grand-chose en matière de défense commune et l'OTAN ne fait pas grand-chose en matière de consolidation stratégique. Et tout cela se dissout progressivement et finalement on se retrouve devant, c'est-à-dire on ne prépare pas l'avenir, alors que je ne crois pas que d'ici 20 ans, le monde aura complètement changé, sauf l'OTAN. Et donc on ne prépare pas l'avenir et on se retrouve petit à petit avec un délitement des deux et donc le retour au scénario numéro 1, le scénario de l'Europe nue. Et le troisième scénario, c'est celui effectivement que je recommanderais, c'est-à-dire une Europe qui soit à la fois européenne, atlantique et mondiale. Donc le cadre mondial pour des questions de sécurité qui dépassent le cadre de l'UE et de l'OTAN, par exemple l'environnement, les réfugiés climatiques, les catastrophes liées au réchauffement. Le cadre atlantique pour des menaces collectives communes qui pourraient ressurgir et qui menaceraient à égalité les intérêts européens et américains, que ce soit dans l'OTAN ou dans le cadre d'un partenariat bilatéral Union-États-Unis, c'est la même chose. Et enfin, le cadre de l'Union pour la défense des intérêts strictement européens quand les Européens décident que ces intérêts sont différents des intérêts américains. Bah, il y a déjà entre l'Allemagne et la France une culture stratégique totalement différente qui ne s'arrange pas, enfin, qui date depuis très longtemps, mais qui ne s'arrange pas et qui tient au fait que après la Seconde Guerre mondiale, on a demandé à l'Allemagne de rester en retrait de la chose militaire et même d'ailleurs un petit peu stratégique, mais qui tient aussi au fonctionnement très différent de nos deux pays. Par exemple, quand la France intervient à l'étranger, elle peut intervenir comme ça très rapidement, en même 10 minutes. Les Allemands, enfin pour que les forces soient prêtes, les Allemands doivent donner l'autorisation de leur Parlement. Donc c'est un frein assez considérable à une intervention étrangère. L'Allemagne est aussi, les Allemands sont encore très pénétrés par des sentiments et des croyances pacifistes qui freinent aussi cette culture de l'intervention. En gros, pour résumer, l'Allemagne veut être une puissance militaire, mais surtout pas une puissance combattante, alors que la France est une puissance militaire et qu'elle est une puissance combattante et qu'en plus elle tient à le rester. C'est ça la principale différence. Il faut distinguer ce qui est faisable et ce qui est souhaitable. Ce qui serait souhaitable, c'est de commencer par la logique, c'est-à-dire par la politique, d'avoir une vision commune du monde, une vision commune du rôle de l'Europe dans le monde, et à partir de là, de définir une politique étrangère, une politique de défense, et donc une politique industrielle commune. Ça, c'est la logique. Mais en réalité, c'est extrêmement difficile parce que l'accord politique des Européens sur le monde et la vision du rôle de l'Europe dans le monde n'existe pas. Et donc, on se retrouve avec l'autre façon d'agir qui est de commencer par le bas, par les briques du bas, par des briques industrielles. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui au niveau européen. On relance ou on lance un projet de constitution d'une industrie de défense européenne compétitive à partir d'un fonds européen de défense qui pourrait atteindre 30 milliards de dollars dans les d'euros pardon, pour le prochain budget. Et on espère que de cette coopération industrielle, de cette intégration industrielle, naîtra un jour une Europe politique. Et ça, je crois que c'est
plus facile aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on le fait, mais c'est une utopie de croire qu'il y a un pont entre la coopération industrielle et la volonté politique. Je crois qu'il n'y a absolument pas de lien de cause à effet. On peut faire les plus belles réalisations industrielles européennes que l'on veut et rester parfaitement désunis sur le plan politique. Alors il y a plusieurs facettes à cette question. On peut à la fois déplorer que notre principal allié militaire au sein de l'Europe, je dis, hein, de l'Europe, pas de l'Union européenne, celui qui partage avec nous la même culture stratégique, celui qui, comme nous, est doté de la bombe nucléaire, bref, celui qui nous ressemble depuis toujours, quitte l'Union européenne. La France peut avoir peur de se retrouver un peu seul avec sa culture stratégique. On peut aussi voir les choses de manière différente en disant que le principal verrou, celui qui bloquait le développement de la défense européenne, hein, on se souvient de l'opposition constante de Londres à l'établissement d'un QG européen à Bruxelles. Ce verrou saute et donc la défense européenne peut en théorie prendre son envol et s'est libérée de cet élastique britannique qui la bridait. On peut aussi dire on peut aussi tout à fait anticiper une poursuite des coopérations bilatérales entre la Grande-Bretagne et la France. Donc en théorie, ça ne change pas grand-chose. Il reste que on peut aussi redouter que la Grande-Bretagne, tout accaparée à son Brexit, avec des problèmes économiques, avec tous les problèmes économiques qui vont lui être liés, fasse moins d'efforts pour sa défense et moins les moyens en fait, d'investir dans son armée, dans sa défense, et que, par conséquent, l'alliance franco-britannique, même dans les coopérations bilatérales, sera plus faible qu'aujourd'hui.